L'aveuglement des hommes est le plus dangereux effet de leur orgueil. Il sert à le nourrir et à l'augmenter, et nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts. François de La Rochefoucauld. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'aveuglement idéologique de gauche. Pour une question de rigueur, je vais commencer cette vidéo par quelques définitions. L'aveuglement peut se définir comme un manque de discernement, par passion ou par obstination. Une idéologie peut, quant à elle, se définir comme un système d'opinion pouvant conduire à une perception faussée de la réalité. La notion d'aveuglement idéologique peut donc se définir comme le manque de discernement causé par l'obstination vis-à-vis d'un système d'opinion. Ici, je dois préciser que, selon moi, les idéologies ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Je ne sais plus à qui je dois cette comparaison, mais je considère les idéologies comme des paires de lunettes intellectuelles. Elles offrent une vision à la fois pertinente et incomplète de la réalité. Il est donc important de connaître leur structure, leur fonctionnement et leurs limites. Dans cette vidéo, il sera donc surtout question des limites induites par une idéologie. Divers aveuglements idéologiques existent, à gauche comme à droite, sur le plan culturel ou économique. Cependant, l'aveuglement idéologique que j'ai choisi de mettre en lumière est le fait d'une idéologie culturelle dominante, généralement supportée à gauche de l'échiquier politique. Si je qualifie cette idéologie de dominante, c'est qu'elle est surreprésentée dans les médias et véhiculée par l'éducation nationale. Dans les médias, les individus qui soutiennent l'idéologie adverse sont minoritaires et se contentent d'une opposition réactionnaire, sans critique de fond sur l'idéologie qui leur fait face. Par ailleurs, les intellectuels tels que Jean-Claude Michéa qui en dressent une critique pertinente sont presque totalement écartés des médias. L'un des traits spécifiques de cette idéologie est de ne pas être identifié comme une idéologie par ses adeptes. Ce système d'opinion est simplement défendu comme vrai et objectif. Il rejette l'appellation d'idéologie pour son propre compte, mais en use abondamment pour qualifier les systèmes d'opinion adverses. À présent, il est nécessaire de dessiner les grandes lignes de cette idéologie culturelle dominante. Il convient de préciser que cette idéologie s'est fondée sur les droits de l'homme. Ce document ne définit pas l'être humain par ses devoirs, c'est-à-dire les responsabilités qu'il a vis-à-vis d'une collectivité, mais par rapport à ses droits, c'est-à-dire aux libertés individuelles qu'il est en droit d'attendre de cette collectivité. Sur quoi est fondée l'idée de liberté? Est-ce que c'est sur une vision des droits de l'homme ou est-ce que c'est sur... je ne sais pas sur quoi vous la fondez, vous. Mais moi je crois que la gauche, historiquement, est individualiste. Elle est individualiste depuis la Révolution française, elle est redevenue, après une phase plus collectiviste, si j'ose dire, au milieu du XIXe siècle. Mais son individualisme est foncier et il me paraît absolument sain de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est pas par hasard, à partir d'une toute autre histoire où il n'y a pas d'ancien régime, si le mot libéral signifie de gauche. Par avance, je sais que beaucoup contesteront l'aspect individualiste de la gauche. Pourtant, je vous invite à approfondir la question à travers l'analyse de Jacques Julliard ou de Jean-Claude Michéa. Dans cette perspective, on peut identifier deux sensibilités, une sensibilité égalitaire et une sensibilité libertaire. L'idéologie culturelle de gauche s'appuie sur des conquêtes égalitaires, par exemple le droit de vote des femmes, la protection sociale ou l'accès à l'éducation, et des conquêtes libertaires, par exemple le droit à l'avortement, les libertés sexuelles, etc. À présent, je dois être très clair. Cette vidéo n'a absolument pas vocation à critiquer ou remettre en cause ces conquêtes sociales ou la Déclaration des droits de l'homme. Cette vidéo a vocation à critiquer
les biais cognitifs et les dérives sociales issues d'un excès idéologique. Cette idéologie culturelle dominante a donc deux sensibilités, l'une égalitaire et l'autre libertaire. L'excès issu de la sensibilité égalitaire pourrait être qualifié de post-égalitaire. Cette dimension post-égalitaire se caractérise notamment par deux attitudes. La première consiste à nier certaines différences, par exemple la négation du caractère inné de certaines différences hommes-femmes, ou la négation de l'existence des races humaines. Et la seconde consiste à faire la promotion de préjugés xénophiles. La seconde sensibilité pourrait être qualifiée de libertaire. Cette notion de libertaire se caractérise par la mise en œuvre du libéralisme culturel et des diverses attitudes qui en découlent. Notamment la promotion systématique du bonheur individuel au détriment du bien commun, familial, communal, national ou autre, et la promotion systématique de la liberté individuelle au détriment du sens moral, chrétien, traditionnel ou autre. Sur le plan moral, comme l'évoque très justement Jean-Claude Michéa dans L'Empire du moindre mal, le paradigme libertaire, au cœur de cette idéologie culturelle dominante, est beaucoup plus à l'aise pour désigner ce qui est mal que ce qui est bien. À l'extrémité du mal tel que le perçoit cette idéologie, on découvre notamment le racisme. Le racisme est une idéologie du siècle dernier consistant à établir une hiérarchie générale entre les races humaines. La notion de race humaine est sujette à débat. Pour exposer mon point de vue, je vais faire référence à une vidéo de la chaîne Dirty Biology. Et si vos grands-parents viennent de la même région, un bon généticien peut retrouver votre lieu de naissance à quelques centaines de kilomètres près, juste avec un échantillon de salive. Tout ça parce que des gens qui viennent d'une même région ont tendance à plus se ressembler génétiquement entre eux. Sur la base de la génétique, on peut donc regrouper les humains en groupes un peu arbitraires que l'on appelle des populations. Des populations. Pas des races. Le mot race a complètement disparu de la bouche des biologistes qui travaillent sur les humains, parce qu'en plus de faire des découpages complètement foireux dans la variabilité humaine, et donc d'être incorrect factuellement, il véhicule une idée d'une hiérarchie entre les peuples. Il n'y a donc pas de race dans l'humanité, juste plein de populations qui sont différentes. Pour autant, les deux arguments de ce brave Léo sont assez faibles. D'abord parce que si les découpages entre les races sont foireux, ce n'est pas de la faute du mot race, mais de l'usage qui en est fait. On pourrait par exemple avoir des découpages tout aussi foireux avec le mot population. Ensuite, le mot race n'implique pas l'idée de hiérarchie. On peut se déclarer de race blanche ou de race noire sans pour autant établir une hiérarchie entre les autres races. Bon, je ne suis pas fondamentalement contre l'idée d'utiliser un mot plus consensuel. Cependant, le mot population fait terriblement le jeu de la novlangue et je le condamne. Par exemple, si l'on parlait de population étrangère dans la population française, cela perturberait énormément le langage. Le mot ethnie pourrait être envisagé, mais ce mot véhicule la notion de culture, ce qui n'est pas le cas du mot race. En tout état de cause, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. Le mot population si vous préférez promouvoir la novlangue, le mot ethnie si vous préférez rester politiquement correct, ou le mot race si vous préférez combattre la novlangue. Maintenant, revenons à la question du racisme. L'idée de hiérarchie générale entre les races, les ethnies ou les populations est évidemment fausse. C'est inadéquat sur le plan rationnel. Le problème est que cette idéologie incohérente est devenue un symbole moral. Comment le racisme est-il devenu un symbole moral ? Au début du XXe siècle, certains chefs d'État l'ont utilisé pour justifier certaines de leurs exactions. C'est évidemment vrai pour Hitler lorsqu'il justifiait certaines déportations en camps de concentration, mais également pour Jules Ferry lorsqu'il justifiait la colonisation. Ainsi, l'argument faux du racisme est lui-même devenu aussi détestable que les exactions qu'il a aidé à justifier. En matière d'argumentation fallacieuse, on nomme ce procédé culpabilité par association. Cette cristallisation d'une idéologie obsolète en un symbole moral a une incidence majeure. Si quelqu'un se dit raciste, il ne sera pas considéré comme un idiot nécessitant une pédagogie salvatrice, mais comme un salopard nécessitant un ostracisme social. Et cela change tout. Néanmoins, ce n'est que la première étape de cette contamination morale du débat politique. Dans un second temps, la notion de racisme va être vidée de sa substance, de sa définition originelle consistant à hiérarchiser de manière générale les races humaines. Cette altération du mot racisme consiste en un usage extrêmement élargi, incluant la notion de préjugés xénophobes, les plaisanteries sur les différences culturelles ou les rejets identitaires. Plus généralement,
Dans la novlangue de cette idéologie, le mot racisme désigne toutes les attitudes négatives vis-à-vis d'un individu étranger ou d'une pratique étrangère. Cette déformation du langage se développe à travers les médias et s'enracine profondément en étant largement reprise par les individus adhérents à l'idéologie dominante. Cette diffusion peut s'illustrer à travers Karim Debache, un jeune vidéaste qui perçoit du racisme dès qu'un acteur a un accent étranger. Et si les extraterrestres étaient méchants? Imagine. En fait, depuis le début, ils font genre, ils sont gentils et tout, mais en fait, ils sont méchants et ils ont mis au point une stratégie pour envahir les États-Unis en gagnant la confiance des Américains en faisant semblant d'être comme eux. Mais en fait, c'est pour envahir les États-Unis parce qu'ils sont méchants. Et non pas gentils. Mais non, mais tu racontes n'importe quoi, c'est de la merde. Et c'est pas un peu... raciste? Oh puis merde, Blablabla, on s'en fout, et de nous introduire au reste des personnages du film en plein concours d'accent raciste. C'est vraiment très simple, aussi simple que d'utiliser Lifesteal, le préservatif pour les femmes avant un rapport. Carrière. Ce dernier fait semblant de jouer le jeu à condition que sa chair et tendre soit mutée dans une autre équipe, mais Jean Reno, qui semble très attaché à rester dans sa caricature raciste de russe fourbe, le piège en la faisant jouer dans l'équipe que Bob le Con doit affronter le soir même. C'est mon film raciste préféré. Pareil. Fait, nombre d'analyses que j'ai lues reprochent au film son racisme. Il a même été élu 50e film le plus raciste du monde par le site Complex. La raison avancée est que les Gremlins représenteraient les minorités ethniques, et particulièrement les Noirs, et que le film leur associe volontairement des stéréotypes racistes de l'époque sur les Noirs américains, à savoir le fait qu'ils se battent dans les bars la nuit, qu'ils mangent du poulet, qu'ils portent des bérets, qu'ils font du breakdance, et plusieurs autres trucs. Pire, pour certains, ça serait un film qui fait l'apologie de l'esclavage au travers du fait que les Mogwai sont inadaptés au monde et doivent rester en cage à la fin du film. Alors je préfère prévenir tout de suite, je ne crois à aucune de ces théories. Cette traque du racisme, c'est-à-dire de toutes les attitudes négatives vis-à-vis de l'étranger, confine dans certains cas à la paranoïa. Cette altération du langage conduit à l'ostracisme social de toute personne ayant une attitude négative vis-à-vis d'un individu étranger ou d'une pratique étrangère. Pour s'assurer d'une bonne intégration sociale, il est donc nécessaire de cultiver des réflexes xénophiles, confinant à l'hypocrisie, la bêtise ou carrément la malhonnêteté. Cet état de fait est clairement visible dans le sketch de Bloqué consacré au racisme. Ah mais c'est pas logique. C'est-à-dire par exemple si je vois un juif qui est radin, je peux pas lui dire qu'il est radin. Non c'est mort, tu peux pas. Ouais mais je veux pas lui dire sale radin de juif. Je vais dire ouais excuse-moi je te trouve un peu radin. Mais non c'est chaud. Mais c'est pas juste. Je veux dire moi je suis pas raciste. Donc logiquement je pourrais aller voir un type et lui dire qu'il pue s'il pue ou dire à un radin qu'il est radin. Non c'est mort. Vu qu'il y a plein de racistes avant toi qui leur ont dit ça pour aucune raison. Même si toi t'as une bonne raison de le dire, tu peux pas, parce que c'est raciste à cause des racistes. Et si je vais dire à un noir qu'il est radin? Ouais, ça tu peux y aller, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que je peux pas dire sur les Arabes? Ça je peux pas te dire, ça va être raciste. Et sur les Pakistanais? Ouais, les Pakistanais, c'est comme les Roumains, tu peux y aller. Hein. Ah bon? Et ouais, mais quand on est suffisamment nombreux à être raciste, ça va, ça passe, tu vois. Et vu que tout le monde se fout de la gueule des Pakis et des Roumains, si t'as envie de dire un truc là-dessus, tu peux y aller sans que les gens ils trouvent ça trop raciste. Attends, donc dire à un juif qu'il est radin, c'est raciste à cause des racistes, et insulter un roumain, c'est pas trop raciste grâce aux racistes. Exactement. Mais je fais quoi du coup pour mon pote qui pue? Bah rien. Tu subis. Putain, c'est relou le racisme. Les seules exceptions possibles à cette xénophilie étant les pratiques heurtant d'autres facettes de cette idéologie dominante. Par exemple, l'excision ou la lapidation des femmes infidèles. Passons à présent à la xénophobie. En procédant par amalgame, la condamnation morale du racisme atteint la notion de xénophobie. Étymologiquement, xénophobe désigne la peur de l'étranger. La xénophobie est donc une réaction émotionnelle, à savoir la peur, au sujet d'un individu étranger ou d'une pratique étrangère. Personne n'est xénophobe par nature, la xénophobie est avant tout une question de circonstances. Par exemple, en France, sur la question de l'excision, presque tout le monde a une réaction xénophobe, c'est-à-dire une peur relative à cette pratique étrangère. De même, en France, les attentats s'appuyant sur une lecture très radicale de l'islam conduisent presque tout le monde à une réaction xénophobe. Ce sentiment n'est pas mauvais en lui-même, il n'est que le résultat de certaines circonstances. Au même titre que le racisme, il est donc très discutable d'avoir une condamnation morale de la xénophobie qui n'est qu'une réaction émotionnelle. Au-delà de cette simple réaction, la répétition des réactions émotionnelles, positives ou négatives, engendre des préjugés, favorables ou défavorables, ce qui est rarement expliqué dans les médias mainstream,
c'est que la survenance des préjugés xénophobes dans les milieux populaires et des préjugés xénophiles dans les classes moyennes et supérieures est liée à divers facteurs. Les individus d'origine étrangère rencontrés dans les classes moyennes et supérieures sont ceux qui se sont le mieux intégrés culturellement. Cette intégration culturelle fait d'une part référence à la culture du pays d'accueil, notamment la langue, mais cette intégration culturelle fait également référence à l'idéologie libertaire et post-égalitaire évoquée plus tôt. Dans ce contexte de relative uniformité idéologique et culturelle, la relique de la culture d'origine est donc perçue comme une touche exotique, désirable et porteuse de préjugés favorables, c'est-à-dire de préjugés xénophiles. Dans les milieux favorisés, la culture d'origine des individus étrangers est essentiellement perçue comme une source de richesse et génère des préjugés xénophiles. Les individus d'origine étrangère rencontrés dans les classes populaires ne bénéficient malheureusement pas de cette relative intégration culturelle et idéologique. Par ailleurs, le contexte de misère sociale stimule des stratégies d'entraide communautaire. Outre une intégration culturelle assez faible à l'origine, ce repli communautaire renforce l'affirmation identitaire et culturelle de la communauté de référence. Cette proclamation identitaire accentue la rupture culturelle entre les classes populaires autochtones et, à terme, établit une forme de rivalité culturelle. Pour prendre un exemple, les classes moyennes et supérieures seront beaucoup plus rarement au contact de ces frictions identitaires. Remarques ou regards désapprobateurs pour un short trop court ou l'absence du port du voile, etc., etc. Cette rivalité culturelle conduit mécaniquement à des préjugés défavorables, c'est-à-dire des préjugés xénophobes. Ainsi, le contexte social nourrit les préjugés xénophiles dans les classes moyennes et supérieures ou des préjugés xénophobes dans les classes populaires. Ce mécanisme se transforme en une fracture politique ayant un ancrage profondément culturel. Ce processus dépasse donc les considérations économiques, percevant l'immigration comme une concurrence économique sur le marché du travail. À terme, le thème de l'immigration est lui-même contaminé sur le plan moral. Il devient automatiquement suspecté de racisme et ou de xénophobie. Cette condamnation morale de la critique de l'immigration rend beaucoup plus compliquée sa critique, particulièrement sur le plan économique. Cela produit des analyses spécieuses affirmant que l'immigration ne crée pas de chômage. Assez ironiquement, on peut remarquer que les arguments favorables à l'immigration sont très peu xénophiles. Voici un exemple avec Demos Kratos. Alors là, je vois que c'est 63% des immigrés quand même qui ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat. Donc en moyenne, ce sont des personnes assez éduquées qui arrivent chez nous. L'étude de l'Université de Lille conclut également que les immigrés occupent l'immense majorité des emplois dont les Français ne veulent pas. Par exemple, ce sont 90% des autoroutes qui ont été construites et sont entretenues aujourd'hui par de la main-d'œuvre étrangère. Un autre chiffre tiré de cette étude, plus de la moitié des médecins hospitaliers en banlieue sont soit étrangers, soit d'origine étrangère. Ce youtubeur justifie donc l'immigration par le fait qu'elle comporte des immigrés ayant un niveau équivalent ou supérieur au bac. Cela revient donc à se réjouir du pillage des cerveaux étrangers par la France, ce qui est assez peu aimable vis-à-vis des nations étrangères. Puis, il ajoute quelques minutes plus tard que les immigrés occupent l'immense majorité des emplois dont les Français ne veulent pas. À nouveau, cette réflexion n'a rien de xénophile puisqu'elle revient à se réjouir que les immigrés effectuent des travaux ingrats. Ainsi, si l'on juxtapose ces deux arguments, on peut observer un humaniste de gauche s'inquiéter d'un côté du sort des personnes qui fuient la misère et la guerre, tout en se réjouissant que la France pille des cerveaux à l'étranger pour leur faire effectuer des travaux ingrats. Par exemple nettoyer les toilettes ou construire les routes, etc., etc. Ce type de réflexion n'a rien de xénophile, vous en conviendrez. Mais ce qui est certainement le plus consternant, c'est que pour éviter d'être suspecté de racisme ou de xénophobie en critiquant l'immigration, les bien-pensants usent d'arguments chauvins à l'opposé de leur prétendue xénophilie. Néanmoins, cela n'a rien d'étonnant, car c'est toujours lorsqu'une idéologie atteint son extrémité qu'elle produit des extrémistes et avec eux, ce type de discours totalement incohérent. Intéressons-nous maintenant à la dimension libertaire et aux excès qui en découlent. Cette dimension libertaire conduit à faire primer l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif. Cela conduit à certaines dérives sociales et à une valorisation excessive de certaines vertus. Depuis environ 50 ans, on assiste au passage d'une famille institutionnelle à une famille relationnelle. Ainsi, la formation d'un couple, marié ou non, n'est plus d'abord l'union de deux familles, ni un sacrement religieux.
Elle est avant tout un projet commun de deux individus en vue de leur épanouissement affectif. L'intégration, c'est la famille qui, en tout cas chronologiquement dans la vie des individus, est la première instance d'intégration puisque c'est la première instance de socialisation. C'est dans la famille que l'enfant va faire sa socialisation primaire, acquérir les normes et les valeurs communes, les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit, qu'il va apprendre à parler, à communiquer, etc., etc. Donc évidemment, c'est une instance de socialisation très importante. Mais cette instance d'intégration et de socialisation, elle connaît aujourd'hui, elle aussi, de grandes transformations. On assiste à une montée du nombre de divorces, à une recomposition du modèle familial qui était avant un modèle familial avec deux parents et un ou plusieurs enfants. Et aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la montée des familles monoparentales, des familles recomposées, etc., etc. Donc évidemment, la valeur famille au sens positif du terme et la capacité de la famille à protéger, à intégrer, on peut avoir l'impression qu'elle est un peu fragilisée par ces modifications. La famille n'est plus l'instance immuable qu'elle pouvait être autrefois. Et pourtant, même malgré ces transformations, en réalité, le rôle de la famille comme instance d'intégration, mais aussi comme instance de protection des individus, n'est pas vraiment remis en question. Ce n'est pas parce que la famille se transforme qu'elle perd sa capacité à intégrer et à protéger les individus. Et notamment, on voit que dans les enquêtes d'opinion, encore une fois, la famille est toujours portée comme une des valeurs premières des individus, qu'elle arrive souvent d'ailleurs avant le travail, y compris chez les hommes, ce qui en fait est une nouveauté puisque jusqu'à il y a une vingtaine d'années, en fait, pour les hommes, la première valeur, le premier élément mis en évidence était le travail. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est la famille qui est mise en évidence. Donc on voit que la famille, en dépit de ces transformations, son rôle d'instance d'intégration n'est pas du tout remis en question. Dans un article du Cairn, Wilfried Rowe observe que l'individualisation engendre inévitablement une plus grande instabilité du couple et de la famille. C'est en tant que principe qui définirait les comportements que la pérennité pour elle-même est dévalorisée. Une tension apparaît sur les rapports de l'individu au groupe conjugal ou familial et sur la diversité des arrangements entre autonomie et vie commune. Cette fragilité des familles modernes n'est donc pas sans lien avec la sacralisation de la liberté individuelle. Il ne s'agit pas ici d'un jugement de valeur, mais du constat, rarement fait, que cette suprématie de l'individu a un coût en termes d'inflation des divorces et de généralisation des familles monoparentales précaires. Entrée dans un local du Secours populaire, Isabelle croyait ne jamais vivre cette situation. Pourtant, l'aide de l'association lui est désormais essentielle pour nourrir ses 3 enfants. Quand je suis venue là, ça a été très compliqué. C'était en larmes que je suis venue parce que je n'avais plus de solution. Plus de solution après un divorce où elle a tout perdu, en tout cas matériellement. Sa maison à la campagne, le salaire de son mari qui faisait vivre le foyer. Elle ne travaillait pas pour s'occuper de ses enfants. Une personne en moins dans le foyer, donc des frais supplémentaires, que ce soit de garde ou dès qu'on a besoin d'aide, on est obligé de payer. Revendre ses affaires, c'est le seul moyen qu'elle ait trouvé pour arrondir ses fins de mois. Le pantalon et la veste représentent ce que je gagne aujourd'hui. C'est-à-dire 800 €. Aujourd'hui, si elle s'en sort, c'est grâce à l'aide de ses enfants qui multiplient les petits emplois en marge de leurs études et en toute discrétion. Ça m'arrive d'aller faire les courses pour la maison, d'aller faire les courses avec ma maman et que ce soit moi qui règle le chariot. Comparé à la vie qu'on avait avant, il y a 3 ans en arrière, oui, on peut dire qu'on a un statut de précarité. Il y a 30% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et rien n'est fait pour les aider, ni mesures spécifiques, ni tarifs privilégiés dans les transports, comme c'est le cas par exemple pour les familles nombreuses. D'où l'idée pour elle de créer ce site internet. À qui demander de l'aide, comment s'en sortir financièrement, quoi faire. Ça, c'est le quotidien des gens qui se séparent. Nous, on a voulu que ce soit vraiment un lieu où les gens ils puissent aussi trouver de l'information, beaucoup d'astuces, beaucoup de petits trucs pratiques. Le système D, la débrouille, la plupart des familles monoparentales y ont recours pour survivre. Comme Florence, Catherine ou Nathalie, ce sont des femmes, dans 85% des cas, qui sont à la tête d'une famille monoparentale et sont confrontées à cette précarité.
Aujourd'hui en France, près de 2 millions de familles, toutes catégories sociales confondues, sont monoparentales, soit une famille sur 5, et ce chiffre a plus que doublé en 40 ans. Passons maintenant à l'altération de nos rapports à la communauté nationale. La suprématie de l'individu sur le bien commun national est visible à travers l'altération des devoirs civiques, au profit de l'intérêt individuel ou communautaire. Les obligations des citoyens peuvent être regroupées en 3 obligations essentielles: le respect de la loi, la participation au financement de l'État et la participation à la défense du pays. La notion d'incivilité est apparue dans les années 90 et vise à décrire un changement global dans la structure contemporaine de la délinquance et de l'insécurité. Si les crimes de sang ont massivement régressé depuis 2 siècles, les statistiques criminelles montrent depuis près de 30 ans que l'augmentation de la petite délinquance est une tendance lourde des sociétés libérales. Plus largement, les incivilités correspondent donc à cette petite délinquance qui reste souvent impunie et qui est très mal vécue au quotidien par les citoyens. Il peut s'agir de petits délits comme les tags, les injures ou encore de petites dégradations de biens, par exemple les sièges de bus ou les métros lacérés, les téléphones arrachés dans les cabines téléphoniques, les glaces d'abribus brisées, etc., etc. Voici quelques extraits d'un rapport du Sénat. La dévaluation sémantique, les autorités françaises ne savent plus appeler les choses par leur nom. On en arrive ainsi à la situation actuelle où, par dévaluation, les crimes deviennent des délits, les délits des contraventions et les contraventions des incivilités. Par exemple, l'incendie d'une poubelle d'immeuble et la démolition d'une boîte aux lettres seront qualifiés d'incivilité alors qu'il s'agit de délits. Évidemment, l'individualisme n'est pas le seul facteur d'explication de cette petite délinquance, mais il contribue largement à son augmentation régulière. Intéressons-nous maintenant au financement de l'État. Il est difficile d'apprécier le déclin du consentement au financement de l'État ou aux organismes sociaux. Néanmoins, on observe que pour le nombre de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, les poursuites pénales passent de 845 en 1999 à 987 en 2012, soit une augmentation de 16,8%. Tandis que le nombre de propositions de poursuites correctionnelles transmises à la commission des infractions fiscales passe de 897 en 1999 à 1126 en 2012, soit une augmentation de 25,5% en 13 ans. Plus impressionnant, en matière de fraude sociale, les redressements par les URSSAF au titre de la seule fraude sociale ont atteint 55 millions d'euros en 2016 contre 70 millions en 2006, un montant record en hausse de 793% en 10 ans. Le nombre de contrôles effectués est d'environ 7000. La moitié, c'est-à-dire 51% du travail dissimulé, est détecté dans le secteur du BTP. Intéressons-nous maintenant à la participation à la défense du pays. Le service national a été remplacé en 1997 par la journée d'appel et de préparation à la défense, puis en 2010 par la journée défense et citoyenneté. En 2002, 43% des gens déclarent que la défense est avant tout une affaire de militaires spécialisés, tandis que 53% des gens déclarent que la défense concerne l'ensemble des citoyens, et 4% ne se prononcent pas. La sacralisation de l'individu est très claire dans les clips publicitaires pour intégrer l'armée de terre. Depuis quand vous ne vous êtes pas dépassé? Devenez vous-même. J'entretiendrai mes capacités physiques. Je développerai mes compétences. Je serai au service des autres et j'agirai avec la volonté de vaincre. Pour moi, pour les autres. L'armée de terre recrute 10 000 soldats. S'engager.fr. Les arguments mis d'abord en avant dans ces clips ne sont pas la fierté de défendre son pays, ses compatriotes, sa famille, mais son accomplissement personnel. La préoccupation des autres est finalement assez peu évoquée. D'ailleurs, le slogan « pour moi, puis en second, en dessous, pour les autres » en dit long sur le paradigme individualiste présent au sein même des forces armées.
Passons maintenant à la notion de tolérance, une vertu individualiste nécessaire. Est-il appelé le siècle des Lumières? Parce qu'on a inventé l'ampoule. S'il vous plaît. Oui, Clara. Parce que nous sortons de la période d'obscurantisme du Moyen-Âge. Ben voilà, il y en a au moins une qui suit. Avant de se lancer dans cette critique, il convient d'établir une distinction entre tolérance et respect. La tolérance fait référence à l'acceptation face au comportement d'un autre individu considéré comme relativement négatif. Le respect fait référence à l'assentiment face au comportement d'un autre individu considéré comme relativement positif. Selon Simone Manon, la tolérance est une petite vertu. En effet, un comportement passif face à un comportement jugé négatif peut être qualifié positivement de tolérance ou négativement de lâcheté sociale. Cultiver le bien commun consiste à rechercher le bon comportement chez les autres et pas seulement pour soi-même. Prenons un exemple. Pendant que vous attendez le bus, un groupe d'enfants persécute et tourmente verbalement un autre enfant. La tolérance devrait vous inviter à respecter leur liberté individuelle et à ne pas intervenir et à laisser l'humiliation se poursuivre. Si, en revanche, vous recherchez le bien commun, vous serez intolérant à ce comportement et vous interviendrez pour ajuster ce comportement qui vous semble excessif et déviant. Avec l'émergence de l'individualisme, la tolérance a pris de plus en plus de poids. La liberté individuelle étant placée très au-dessus du bien commun dans l'idéologie dominante, il est logique de ne pas intervenir, y compris face à des comportements jugés négatifs moralement, mais conformes à la loi. Par ailleurs, notre société se refusant à cultiver le bien commun, elle refuse également de cultiver une identité commune. Ce refus de cultiver une identité commune, solide, enracinée et cohérente implique une montée des distorsions culturelles. Cette diversité socio-culturelle, toujours plus variée, implique un accroissement des différences de toute nature entre les citoyens. La gestion sociale des différences entre les citoyens implique une valorisation toujours plus grande de la tolérance, c'est-à-dire de l'huile dans les rouages de notre immense machine sociale. Une idéologie dominante émane d'un système de domination sous le contrôle d'une classe dominante. Si vous aspirez à plus de liberté intellectuelle, il est nécessaire de prendre de la distance avec cette idéologie, de comprendre ses rouages et ses limites. Et surtout, il est nécessaire de comprendre dans quelle mesure cette idéologie dominante entretient des clivages politiques stériles qui préservent ce système de domination. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu afin d'améliorer son référencement. Et venez également faire un tour sur ma chaîne, voir si d'autres vidéos vous plaisent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à bientôt!